Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler de la Révolution russe de 1917. Alors c'est un énorme événement historique, donc forcément je pourrais pas parler de tout dans cette vidéo et j'espère que au minimum ça vous donnera envie d'en apprendre plus sur cet événement majeur et surtout sur les leçons qu'il y a à en tirer pour la lutte parce que en tout cas dans cette vidéo je pourrais pas trop m'étaler là-dessus. Voilà. Avant de commencer, il faut savoir qu'en Russie, en 1917, on utilisait le calendrier julien, qui retarde donc de 13 jours sur le calendrier grégorien qu'on utilise en Europe de l'Ouest et qu'on utilise même aujourd'hui en Russie par exemple. Dans cette présentation, je vais utiliser le calendrier julien parce que c'est plus simple à comprendre pour les dates. Voilà. Autre chose à savoir, c'est la situation de la Russie de 1917 est importante à connaître un minimum, c'est-à-dire que c'était un pays qui, alors que la plupart des autres pays d'Europe étaient déjà dans un système capitaliste avec une bourgeoisie au pouvoir, en Russie, le gouvernement était un gouvernement tsariste et une grande majorité de la production du pays reposait sur la paysannerie. Et malgré un système, comme ça, assez féodal, il y avait des îlots dans les grandes villes de capitalisme, d'industrie relativement avancée qui avaient été importés par des pays impérialistes comme la France, la Grande-Bretagne par exemple. Donc voilà, c'est une situation un peu particulière qui aura son importance, on le verra par la suite. Et donc sur ce, on peut commencer tout de suite en revenant d'abord sur une autre révolution en Russie, la révolution de 1905. C'est une révolution que Lénine nommait comme la répétition générale, dans le sens où cette révolution, même si elle a échoué, elle a permis à la classe ouvrière russe et même à toute la population russe d'expérimenter la lutte, de faire avancer les consciences, de comprendre et d'appréhender en fait les techniques et la répression du gouvernement. Elle a permis de commencer à mettre en évidence en fait quels groupes luttaient pour quels intérêts. Et notamment, elle a permis l'émergence des soviets. Donc les soviets, c'est des sortes de comités d'entreprise plus élargis en fait, qui se permettent dans un cadre local, par exemple au niveau d'une ville, de rassembler la population et de la faire débattre et prendre des décisions et de voter des délégués qui pourront représenter les soviets dans une assemblée plus générale qui forme en fait une sorte d'embryon de gouvernement ouvrier. Et dans ces soviets aussi, ce qui est intéressant, c'est que les dirigeants des différents groupes politiques, des différentes organisations, partis, syndicats, etc., peuvent en fait débattre aux yeux de tout le monde de leur position, peuvent expliquer qu'est-ce qu'ils défendent et peuvent se confronter aux autres positions en fait pour que la population ensuite décide de quel dirigeant elle veut, de quel délégué elle va élire pour l'assemblée plus générale. Donc en décembre de l'année 1905, la révolution est très fortement réprimée. Il y a énormément de répression, d'assassinats, enfin c'est très violent et le mouvement va forcément refluer. Il y aura beaucoup de déprime en fait et de perte de confiance de la part des militants et ça va être une période très noire en fait. Pour autant, en fait, la lutte des classes va pas s'arrêter là parce que le capitalisme continue. Et notamment, en 1914, il y aura la guerre qui, dans un premier temps, va un peu calmer la lutte des classes puisque elle va utiliser tous le patriotisme, l'unité nationale, etc. Mais ça va pas suffire puisque la guerre, au bout d'un moment, va s'enliser, va fatiguer. Et c'est ainsi que, alors que Lénine, qui était pourtant un optimiste, donc Lénine qui est un des dirigeants du parti bolchevique, donc du parti communiste, va déclarer en janvier 1917 je suis un vieil homme et sûrement je ne connaîtrai pas la révolution socialiste. Et pourtant, quelques semaines après, il apprend
que la population a renversé le régime tsariste. En réalité, depuis le début de l'année 1917, la capitale, Petrograd, était déjà en ébullition. Et c'est le 23 février, donc le 8 mars dans le calendrier grégorien, pour la journée internationale des femmes travailleuses, que les femmes descendent massivement dans la rue, sans organisation ni direction, parce que toutes les organisations en fait, avaient peur que cette manifestation se transforme en bain de sang. Mais elles décident malgré tout de descendre massivement dans la rue en demandant du pain, mais en fait ces mots d'ordre vont rapidement se radicaliser. Elles vont demander la fin de la guerre, la fin de l'autocratie, et elles vont commencer à passer d'usine en usine pour exhorter les travailleurs à se mettre en grève. Et effectivement, c'est plus de 130 000 grévistes qui vont répondre à leur appel, et les jours suivants, ce nombre va juste continuer d'augmenter de plus en plus. Alors évidemment, le gouvernement tsariste va fortement réprimer ce mouvement, sauf qu'en fait, petit à petit, les travailleurs et travailleuses vont fraterniser avec les soldats. Et le 25, des premiers régiments vont commencer à retourner leurs armes contre la police pour défendre les manifestants. En fait, en rejoignant l'insurrection, les soldats dépossédaient complètement le gouvernement de son pouvoir de défense, de son pouvoir militaire. Et donc, la nuit du 26 au 27, quasiment tous les régiments de Petrograd s'étaient retournés, se mutiner pour rejoindre les manifestants. Donc c'est ainsi que le tsar abdiqua, sous la pression de ses propres généraux, qui avaient peur en fait d'être emportés avec lui. Donc à la suite de ce renversement, il y a un gouvernement provisoire qui est mis en place par le Haut 1, qui est composé de propriétaires fonciers et de la bourgeoisie, et qui est dirigé par le parti KD, constitutionnel démocrate, donc ce sont des libéraux. Et il faut savoir que en fait, ce gouvernement ne voulait pas vraiment rompre avec la monarchie, puisqu'il en avait en fait un peu besoin pour réprimer le peuple et se protéger la capitale des travailleurs. Mais en fait, en essayant avec ce gouvernement provisoire, la bourgeoisie qui avait déjà le pouvoir économique en soi en Russie, essayait maintenant d'avoir le pouvoir politique. Mais en parallèle de ce gouvernement provisoire, c'est une autre forme de pouvoir qui est réapparue, ce sont les soviets. Et notamment le soviet des députés ouvriers de Petrograd, qui en fait représentait un début, un embryon de gouvernement ouvrier. Cette forme de pouvoir était évidemment non officielle, mais pourtant ça mettait la capitale dans une situation, et tout le pays, dans une situation de double pouvoir. Donc au début, les mencheviks et les socialistes révolutionnaires, donc ces deux groupes réformistes en fait, étaient majoritaires dans les soviets, et pour eux, ils considéraient que cette révolution était une révolution bourgeoise, et qu'il n'y avait pas lieu d'aller plus loin et de donner le pouvoir aux travailleurs. Il s'agissait de donner à la bourgeoisie le pouvoir et qu'elle instaure une véritable démocratie pour plus tard peut-être faire la révolution. Et à ce moment-là, en février et au début de la révolution, la direction du parti bolchevique s'allia à cette position, a décidé qu'effectivement on était là pour une révolution bourgeoise démocratique et qu'il n'y avait pas lieu d'aller plus loin. Donc en fait, il se trouve qu'effectivement en février, c'était une révolution bourgeoise. Pourtant, comme on l'a dit, la situation en Russie était particulière et cette révolution bourgeoise arrivait trop tard pour mettre en place un gouvernement vraiment stable. La lutte des classes a commencé déjà en fait à montrer ses contradictions. Et donc c'était impossible de sortir de cette situation sans ou se diriger vers une révolution prolétarienne ou renvoyer la Russie à un état semi-féodal, semi-colonial sous le joug des puissances impérialistes. Donc face à ça en fait, Lénine, qui était à ce moment-là en exil, envoyait des lettres à la direction du parti bolchevique pour donner sa position, qui était qu'il ne fallait donner aucun soutien au gouvernement provisoire. Au contraire, pour lui, il s'agissait de révéler aux masses le caractère profondément mensonger,
qui défend la bourgeoisie en fait, qui continue de défendre les intérêts du capitalisme et de l'impérialisme. C'était un gouvernement provisoire qui en fait allait continuer la guerre, allait continuer des mesures politiques et économiques qui allaient faire perdurer la misère et les inégalités. Et donc il s'agissait d'expliquer patiemment, de démontrer tout ça à la population, de briser les illusions, et de surtout pas en créer davantage en soutenant ce gouvernement. Et en fait, ces lettres qu'il envoie d'exil, elles vont faire un énorme débat au sein de la direction des bolcheviks, qui sera tranché en avril, lors du congrès d'avril du parti, où toute la direction va finalement adopter la position de Lénine et soutenir notamment tout le pouvoir soviétique, préparer en fait l'armement des travailleurs, apprendre aux travailleurs inciter les travailleurs à s'organiser, à ne compter que sur leurs propres forces, demander des revendications telles que l'élection et la révocabilité de tous les fonctionnaires. Donc quand on parle de fonctionnaires, c'est les représentants d'État, hein, pas les professeurs ou les personnes qui travaillent dans le service public, ce qui, à mon avis, il n'y avait pas en Russie en 1917. Et le fait que le salaire de ces représentants, de ces fonctionnaires, ne devait pas dépasser celui d'un bon ouvrier. Donc en juin, les illusions pour le gouvernement provisoire commencent déjà à se dissiper au sein de la capitale. Cela dit, en province, les illusions restent encore assez fortes envers à la fois le gouvernement et les dirigeants réformistes. Et preuve un peu de ce décalage, c'est que le même jour que les représentants réformistes des soviets votaient leur participation au gouvernement provisoire, en parallèle, une conférence des soviets industriels de Pétrograd se ralliait au mot d'ordre bolchevique « tout le pouvoir aux soviets ». En fait, la situation commençait déjà à bouillonner un peu, et les dirigeants réformistes, pour essayer de canaliser la situation et garder un minimum de crédibilité, appelèrent quand même à une manifestation au sein de la capitale, qui tourna beaucoup plus radicale que ce qu'ils l'auraient voulu, avec des mots d'ordre tels que à bas les traités secrets, à bas les 10 ministres capitalistes, arrêtez la guerre et tout le pouvoir aux soviets. Et pourtant, le même jour que cette manifestation, le gouvernement provisoire annonce une nouvelle offensive contre l'Allemagne. En fait, c'est la goutte de trop, et sous la pression des masses, les libéraux, les représentants directs en fait, des capitalistes, doivent quitter le gouvernement provisoire et sont remplacés par des dirigeants réformistes qui sont quand même conciliateurs, et qui seront dirigés par Kerensky, donc, qui est aussi un réformiste. Voilà. On arrive donc en juillet, et à Pétrograd, de plus en plus de travailleurs commençaient à vouloir marcher les armes à la main contre le gouvernement provisoire. Le problème, c'est que tout le monde n'était pas aussi avancé que ces travailleurs de la capitale, et notamment dans l'armée, dans la marine, et même surtout dans la province, les gens gardaient encore quelques illusions dans ce gouvernement. Et du coup, les bolcheviks ne voulaient pas essayer d'éviter en fait une action prématurée qui allait finir en bain de sang due à l'isolement complet de ces travailleurs. Mais il ne put rien empêcher en fait. Dès le 3 juillet, les travailleurs commençaient de plus en plus à se rassembler, et dès le 4, ils étaient déjà plus de 500 000 à marcher sur la capitale. Ils n'avaient pas d'organisation, ils n'avaient pas de direction, et la nuit du 5 au 6 juillet, les bolcheviks décident alors de se mettre en tête de la manifestation pour essayer d'introduire malgré tout dans cette manifestation le maximum d'organisation, éviter au maximum que des gens en meurent, et essayer de rendre en fait la manifestation la plus pacifique possible. Finalement, au sein de la capitale, aucun soldat ne voulait se battre pour le gouvernement provisoire, aucun soldat n'était prêt à réprimer cette manifestation. Mais Kerensky, donc le dirigeant du nouveau gouvernement provisoire, ramena des troupes fiables d'ailleurs dans le pays, ramena des policiers, des cosaques, qu'il envoya contre la population, et c'est une répression qui fit des centaines de morts, qui
qui se dirigea notamment contre les bolcheviks qui furent accusés d'avoir organisé cette manifestation. Tous leurs locaux et leurs imprimeries furent saccagés et nombreux des dirigeants et des militants bolcheviques furent arrêtés. Lénine dut retourner dans la clandestinité, etc. Donc cette forte répression de la part du gouvernement donna confiance aux généraux tsaristes de l'armée qui, en fait, sous couvert de coalition, cherchaient, eux, à se préparer à reprendre le pouvoir et à renverser complètement la révolution et à l'écraser dans le sang. Le général tsariste Kornilov considérait la répression qui avait été faite par le gouvernement comme une division dans le camp révolutionnaire qu'il allait pouvoir utiliser pour écraser toute la révolution et mettre en place une dictature militaire. De son côté, Kerensky, le dirigeant réformiste, espérait pouvoir utiliser Kornilov pour se débarrasser des bolcheviks et maintenir le gouvernement provisoire. Maintenir du coup le gouvernement tout court. Mais au fur et à mesure, quand Kerensky finit par comprendre que le général Kornilov n'avait absolument aucune intention de partager le pouvoir, il se retrouva obligé de dénoncer le complot contre-révolutionnaire fomenté par Kornilov. Le 25 août, les régiments contre-révolutionnaires commençaient à arriver sur la capitale. Et cette avancée donna une nouvelle impulsion à la capitale, aux travailleurs, qui en fait n'allaient pas être calmés longtemps par la répression des journées de juillet. Parce qu'en fait, chacun comprenait à ce moment-là que si Kornilov et ses armées étaient victorieux, tous les travailleurs, tous les révolutionnaires qui étaient majoritaires, allaient être complètement écrasés dans le sang et que tout le monde allait perdre tous les acquis qu'ils avaient eus par la révolution, aussi modeste soit-il. Pour autant, d'un côté, le gouvernement était complètement paralysé par cette trahison, et de l'autre, les réformistes tergiversaient, et c'est ainsi que les bolcheviks se placèrent en première ligne pour défendre la révolution contre Kornilov. Forcés par la situation et par la pression des travailleurs, les dirigeants réformistes acceptèrent de libérer les dirigeants bolcheviks qui avaient été emprisonnés en juillet. Et dans le but, à la base, de soutenir le gouvernement provisoire, ils créèrent dans les soviets des comités de défense, sauf que les bolcheviks soulignaient qu'on ne pouvait pas faire confiance au gouvernement pour défendre la révolution. Et cette méfiance était largement partagée en fait au sein de la population de la capitale. Les bolcheviks utilisèrent donc ces comités pour armer les travailleurs et pour remettre sur pied les gardes rouges qui étaient déjà apparus en février, afin de ne compter que sur la force des travailleurs pour défendre les acquis de la révolution. Finalement, la participation des régiments et des milices bolcheviques s'avéra complètement décisive parce que c'était des militants qui étaient réellement volontaires, dévoués, courageux et qui se montrèrent très efficaces dans la lutte contre Kornilov. Par exemple, les cheminots déraillaient les trains qui rapportaient des armées ou des renforts matériels sous le commandement de Kornilov. Mais surtout, en fait, l'armée contre-révolutionnaire finissait par ne plus vouloir combattre au contact des agitateurs bolcheviques, en fait. C'est littéralement, en fait, le programme révolutionnaire qui permit d'arrêter l'attaque contre-révolutionnaire. Et en fait, c'est face à la puissance de la mobilisation à Petrograd que le putsch se disloqua sans vraiment combattre. Voilà, donc après la défaite de Kornilov, les délégués bolcheviques au sein des soviets, à la fois à Petrograd mais également en fait dans tout le pays, augmentaient largement au détriment des dirigeants conciliateurs réformistes. Partout, la pression montait pour une rupture avec le gouvernement provisoire. La crise et la famine se développaient, il y avait une très forte hausse du chômage, un manque grandissant de marchandises, et Lénine et les autres dirigeants bolcheviques soulignaient
comment les dirigeants conciliateurs, les dirigeants réformistes, étaient en cause de cette crise en refusant de rompre avec les capitalistes qui sabotaient dans les faits l'économie afin de décrédibiliser la révolution et en refusant d'organiser la production de manière centralisée sous le contrôle des travailleurs. En fait, les conciliateurs réformistes, comme tout gouvernement bourgeois, défendaient les profits au détriment de la population. Début septembre, à Petrograd, la majorité des délégués des soviets avaient voté pour un gouvernement des travailleurs et des paysans. En fait, les bolcheviks devenaient de plus en plus majoritaires au sein des soviets, et les soviets étaient largement soutenus par la population, y compris par l'armée. À ce moment-là, le parti bolchevique était conscient que la situation devenait favorable à une insurrection qui permettrait de donner le pouvoir complet au système soviétique. Les bolcheviks lancèrent alors une campagne pour un nouveau congrès des soviets de toute la Russie qui permettrait de réélire le comité exécutif des soviets qui était à ce moment-là alors largement dominé par les réformistes qui s'étaient en fait complètement discrédités par leur politique de conciliation avec le gouvernement. Et dans les faits, ce congrès allait décider du coup de quel côté allait définitivement passer le pouvoir, du côté du gouvernement provisoire, de la bourgeoisie, ou du côté des soviets, et donc en fait des travailleurs. Évidemment, les dirigeants réformistes savaient qu'ils risquaient très fortement de perdre leur place en acceptant cette demande, sauf qu'elle était tellement soutenue qu'ils ne pouvaient pas refuser ça sans que ça ait l'air d'être un affront direct à la démocratie révolutionnaire. Donc, l'appel du Congrès fut voté. Face à cette situation, le gouvernement provisoire, qui était très conscient de sa fragilité grandissante, chercha à envoyer la garnison de Petrograd au front pour limiter les forces révolutionnaires au sein de la capitale. Mais face à cet affront, les bolcheviks avec les soviets firent en sorte de faire passer le contrôle de la garnison de Petrograd sous le contrôle des comités de défense militaire qui étaient nés de l'offensive de Kornilov contre la Révolution. Et déjà, cette décision faisait largement passer beaucoup de pouvoir entre les mains des soviets et allait être décisive en fait. Le gouvernement provisoire, sachant qu'il était de plus en plus en danger et que risquait fortement d'être bientôt renversé, tenta de mettre en place une offensive pour mettre en arrêt le comité militaire révolutionnaire et de mettre en arrêt les dirigeants bolcheviques, faire fermer leur imprimerie. Mais en fait, aussitôt, le comité prit en charge la défense et mit en place une contre-offensive. En fait, le gouvernement provisoire, en voulant éviter l'insurrection, venait de la déclencher. Donc le comité militaire révolutionnaire réouvre les imprimeries et en fait il va même encore plus loin puisqu'il prend le contrôle de tous les secteurs clés, en fait de tous les lieux clés de la capitale. Il va prendre sans résistance le contrôle des gares, le contrôle des ponts, le contrôle de la banque centrale, le contrôle des centrales postales et téléphoniques, avant de terminer avec certes un peu plus de difficultés, mais malgré tout sans effusion de sang, avec la prise du palais d'hiver où siégeait le gouvernement provisoire jusqu'alors. Et de fait, cette insurrection fut presque complètement pacifique parce que c'est quasiment l'entièreté des régiments qui penchaient en faveur des bolcheviks plutôt qu'en faveur du gouvernement provisoire, où plus personne en fait n'était prêt à défendre le gouvernement provisoire à ce moment-là, qui dut juste fuir. Finalement, le congrès fut ouvert sur l'annonce du renversement du gouvernement provisoire. Les dirigeants réformistes qui s'opposaient à l'insurrection finirent par quitter d'eux-mêmes le congrès, voyant qu'ils étaient minoritaires. Et en réalité, la plupart des dirigeants, même des autres groupes, des groupes socialistes révolutionnaires, mencheviks, ou même chez les anarchistes, beaucoup finirent par se rallier à la révolution et se rallier en fait de fait aux bolcheviks. Et donc le congrès finira par voter officiellement
le passage du pouvoir aux mains d'un gouvernement ouvrier et paysan. Ce nouveau gouvernement, baptisé Conseil des commissaires du peuple, était composé du coup de délégués des soviets. Et dès le lendemain, ce conseil mit en place les tâches urgentes en fait, de la révolution qui n'avaient pas été mises en place par le gouvernement provisoire. Donc la fin de la guerre, la distribution des terres aux paysans, assurer le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, établir le contrôle ouvrier, évidemment, etc. C'est important de noter que la révolution russe a apporté énormément d'avancées pour la population. Par exemple, la séparation réelle de l'église orthodoxe et de l'État. Pour les femmes, ça a été une avancée énorme. Sur le plan législatif, dès le lendemain de l'insurrection d'octobre, l'égalité homme-femme a été votée dans les textes, quoi, a été mis en place dans les textes. Mais ça allait même beaucoup plus loin. En Russie, il y a eu la socialisation du travail domestique qui permettait au foyer en fait, de se débarrasser d'une large tâche du travail domestique et permettait aux femmes de rentrer dans la vie sociale, de rentrer dans la nouvelle vie politique en effervescence et d'avoir une parole, une voix dans ces instances démocratiques révolutionnaires. Voilà, et du coup, maintenant que je vous ai raconté un peu tout ça, j'aimerais revenir sur une idée reçue selon laquelle la révolution d'octobre 1917, c'était juste un coup d'état d'un groupe obscur bolchevique dans son coin et qui fut très violent, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. On l'a vu là, c'est que l'insurrection d'octobre a vraiment été un mouvement massivement appuyé par la population, soutenu, qui a été faite avec beaucoup d'enthousiasme et en réalité sans effusion de sang. Cela dit, cela ne signifie pas que le parti n'a pas joué un rôle clé dans cette insurrection pour y mettre en place le maximum d'organisation, décider au bon moment de l'éclatement de cette insurrection, en bon ordre, de faire en sorte qu'elle soit le plus probablement victorieuse et avec le moins de souffrance et de violence possible, du côté des révolutionnaires surtout, évidemment. Du coup voilà, je vais pas aller plus loin pour cette vidéo, mais je voudrais dire aussi que en fait la révolution russe n'a pas eu le temps de faire vraiment ses preuves, elle n'a pas eu le temps de développer le socialisme. En réalité en Russie il n'y a jamais eu même le socialisme, même donc encore moins le communisme. C'est un abus de langage dû à la contre-révolution stalinienne dont je parlerai dans une autre vidéo. Mais néanmoins, elle permet déjà de voir comment se passe une révolution en fait, et de tirer des leçons du mécanisme révolutionnaire. Mais surtout, elle permet quand même d'avoir un aperçu, ce n'est qu'un aperçu, mais c'est un aperçu qui est déjà riche de qu'est-ce que peut donner une société où les travailleurs et les travailleuses ont le pouvoir, ont le contrôle sur la production. Cette révolution, elle a quand même permis de montrer que les travailleurs et les travailleuses étaient capables de prendre en charge toute la production, toute la gestion d'un pays sans les capitalistes en fait. Montrer que on n'avait pas besoin des capitalistes. En fait, elle nous a montré la capacité de la classe ouvrière à prendre en main son propre destin.